Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Quel plaisir de vous accueillir ici pour la première édition de AI Pulse pour prendre le pouls de l'IA. Quelle foule autour de nous. Il y a un millier de personnes qui sont ici et nous avons des milliers d'autres qui nous suivent par notre live stream. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Aude Durand, je suis directeur général délégué de Iliad Holding et je suis en charge des initiatives IA pour le groupe. Et comme de nombreux d'entre vous, j'ai été très occupé du fait de l'IA générative et de son essor. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent l'IA au quotidien. La plupart d'entre vous ont des projets liés à l'IA, des idées que vous voulez faire sortir. Et c'est la raison pour laquelle, avec Scaleway, nous avons conçu cet événement pour vous aujourd'hui, les utilisateurs et surtout les faiseurs de l'IA au quotidien. Alors, pour faire cela, eh bien, nous avons été soutenus par nos sponsors et je voudrais les remercier. NVIDIA, Ampère, DDN, Alliance Accélérateur et HPE, un grand merci, ce qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Nous avons des orateurs fantastiques et lorsque je vous regarde, je vois une concentration fantastique de talents dans le génie logiciel, dans les domaines scientifiques, mais je vois également des investisseurs et des partenaires institutionnels qui sont prêts à vous soutenir. C'est tout un écosystème qui est plein de vie. Merci à toutes, à tous. Je pense vraiment que le futur de l'IA commence maintenant et ici. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui? Ce matin, nous allons avoir des sessions exclusives avec des leaders en matière d'IA. Et vous allez entendre parler également des chercheurs de classe mondiale sur l'IA. Cet après-midi, nous allons avoir des sessions pratiques avec des experts en technologie qui vont partager avec vous leurs expertises et leur savoir-faire. Et pour démarrer, je voudrais vous présenter notre hôte qui a transformé Scaleway pour devenir donc un des leaders des services de cloud en IA. Nous accueillons Damien Lucas, le directeur général de Scaleway. Waouh! Quel privilège d'être ici, dans le temple de la French Tech. Et Aude, oui, chez Scaleway, nous construisons le fournisseur de services cloud européen de premier plan. Et ça a commencé avec l'intelligence artificielle. À partir d'aujourd'hui, Scaleway est votre meilleure option en matière de services cloud avec l'intelligence artificielle. Lorsque je parle et je dis votre meilleure option, je veux dire toutes et tous d'entre vous, que vous soyez une grande entreprise ou que vous soyez une petite start-up qui démarre. Certains d'entre vous ont peut-être vu la semaine dernière que nous avons annoncé un programme à l'intention des start-up avec Meta, avec nos amis chez Hugging Face, chez Station F et également chez HEC, que vous connaissez bien. Mais ce n'est pas tout. Nous allons encore plus loin. Aujourd'hui, nous annonçons un autre partenariat avec NVIDIA et son programme d'aide aux startups qui s'appelle Inception. Dans le cadre de ces partenariats, Scaleway offre des crédits cloud à des services cloud, des crédits gratuits à des services cloud pour vous aider à lancer vos activités. Et parce que c'est clé à toute start-up qui utilise l'IA, nous offrons également des allocations prioritaires sur nos GPU H100. Merci. Alors, est-ce que vous savez ce que sont ces GPU H100, ces processeurs graphiques H100? Alors, ce sont des outils extrêmement puissants. Hein. C'est une drogue. Lorsque nous avons lancé les instances H100 chez Scaleway, nous avons vu une demande qui a explosé. Chacun voulait son fixe de ces H100. Nous avons vu l'usage, des cas d'usage avec une cinquantaine de ces machines en parallèle. Mais nous pensons que nous pouvons faire encore mieux. Un grand nombre d'entre vous anticipaient déjà la sortie du GPU NVIDIA L4. Et grâce à notre partenariat avec NVIDIA, notre engagement aujourd'hui sera de les lancer dès les premiers jours de 2024. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne
connaissent pas ce que sont les GPU L4 de NVIDIA, eh bien, ils sont des accélérateurs universels qui vous fournissent des services d'inférence en IA générative à des coûts très abordables et à une puissance inégalée, avec des capacités de gestion de workflow sans parallèle. La plupart d'entre vous utilisent les GPU pour vos fonctions d'inférence. Et c'est bien, mais je sais que de nombreux d'entre vous qui sont les plus intéressés par la tech cherchent des alternatives aux GPU. Et nous avons une équipe fantastique qui explore toutes ces technologies que vous attendez. Et nous allons avoir des sessions fantastiques avec les meilleurs experts en matière d'inférence et vous pourrez écouter ces experts. Alors, la première technologie que je souhaiterais mentionner, c'est ARM. Nous connaissons cette technologie, nous sommes d'accord, je pense, que l'ARM est une technologie extrêmement prometteuse, très éco-efficiente, et grâce à notre partenaire Ampere, eh bien, nous avons lancé des instances ARM dans le Cloud Scaleway, qui sont disponibles dès aujourd'hui. Merci. Une autre architecture de CPU qui est très populaire chez Scaleway, c'est l'Apple Silicon. Depuis que nous avons lancé les M1 d'Apple, ils sont périodiquement en pénurie. Et je suis très heureux de vous annoncer le lancement des M2 Pro Apple dans le Cloud Scaleway. Ces M2 Pro Apple sont disponibles dès aujourd'hui grâce au travail des équipes qui ont réussi à gérer les délais et à lancer ces produits pour être commercialisés dès aujourd'hui. Dans le monde de l'informatique, il y a une autre révolution qui est en vue. C'est une nouvelle technologie et je crois que nous n'y avons pas suffisamment fait attention, nous ne l'avons pas suffisamment anticipé. C'est l'informatique quantique qui arrive. Oui, je sais que les ordinateurs quantiques actuels ne sont pas suffisamment puissants. Mais ils le seront, ils vont l'être. Faites-moi confiance. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le secteur du logiciel n'est pas prêt pour cette révolution. C'est la raison pour laquelle, avec notre partenaire français Candela, nous lançons aujourd'hui Quantique en tant que service, Quantum as a Service. Donc, les services quantiques en mode SaaS. Donc, pour réussir cet exploit, eh bien, nous nous appuyons sur nos capacités de calcul que nous apportent nos GPU pour simuler de l'informatique quantique, afin que vous puissiez vous préparer, à cette révolution qui arrive, et ce, dès maintenant. Alors, il y a un mois, nous avons annoncé avoir la plus grande, la plus solide capacité de calcul pour l'IA en Europe. C'est un super ordinateur qui s'appelle NABU 2023. NABU 2023. NABU 2023. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi et à quoi on l'utilise. La réponse est très simple. Nous avons des clients qui ont voulu l'utiliser pour tout un tas de choses, pour tout un tas de gestion de workload liés à l'intelligence artificielle. Alors, les premiers, c'est Poolside. Vous en avez probablement entendu parler. Ils se sont récemment installés à Paris pour bénéficier des talents européens en IA qui sont tout à fait exceptionnels selon eux. C'était les premiers qui ont expérimenté la puissance de notre cluster IA.
Et en fait, ils ont utilisé ces capacités pour leur fonction de pré-entraînement. FreePro, c'est une entité sœur qui appartient comme nous au groupe Iliad. Ils ont une équipe de data scientists totalement fantastique. Cette équipe a utilisé notre cluster pour affiner des LLM existants en open source comme Llama 2, BERT et Claude 2, en utilisant donc ces super ordinateurs Naboo 23. Nos amis chez Hugging Face, nos amis français chez Hugging Face, en fait, ils ont leur propre logiciel de benchmark en propriétaire qui leur permet d'évaluer la puissance des Naboo 2023. Et last but not least, Mistral. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Récemment, ils ont lancé leur modèle Mistral 7B. Vous en avez tous entendu parler. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont lancé des séquences d'entraînement sur le Naboo 2023. Et on est très impatient d'en voir les premiers résultats. Alors, cet après-midi, eh bien, toutes ces équipes seront sur scène et vous aurez l'occasion de les écouter et de découvrir et d'entendre parler de ces nouvelles technologies, et c'est eux qui le feront. Ça va être une journée extrêmement dense, et voilà, prenons le pouls de l'IA, prenons le pouls de tout cela. Le titre de la session dit l'interprète est IA Pulse, le pouls de l'IA. Très bien, je pense que le pouls de toutes et tous va s'accélérer parce que notre prochain invité, avec sa veste de cuir, est une rockstar de l'IA. Il a été un des pionniers de l'accelerated computing. Il a été central dans le développement des jeux sur PC, des graphiques modernes, de l'IA moderne. Je voudrais que vous applaudissiez Jensen Huang, le fondateur et le directeur général de NVIDIA. Bonjour. Bonjour. Hello, Jensen. Bonjour, It's so Jensen. nice to have you with us. Nice to see you, Aude. I wish I could be Très heureux there d'être in ici. person. As you know, this week Très is heureux. APEC here in San Francisco. Très heureux. Je suis à San Francisco, comme vous le voyez. Il y a eu un changement de dernière minute dans mon planning. Je n'ai pas pu être avec vous. Et donc, je suis très heureux d'être avec vous à distance, tous mes amis, avec ces fantastiques entreprises qui sont ici, tous ces orateurs fantastiques. Donc, je sais que vous avez de très fortes attentes. J'aurais bien aimé être avec vous à Paris. Et j'espère que ce sera effectivement la grande messe de l'IA. Et merci encore une fois de vous joindre à nous alors que vous êtes en pleine nuit. Comme vous le savez, nous sommes ici à Station F, qui est la base de nombreuses startups en nouvelles technologies, notamment en IA. Et je suis curieux de savoir quelle est votre vision de l'évolution de l'IA en Europe, par exemple, peut-être en comparaison avec d'autres régions, et comment tout ceci s'articule avec les grands mouvements dans le monde. Alors, l'IA se développe très rapidement en Europe, alors en France notamment. Et comme vous le savez probablement, la France est le pays du Fair et Lab de Yabacam. Vous avez DeepMind en Europe avec mon ami Denis qui fait avec ses équipes un travail fantastique avec DeepMind. Donc il y a une très très forte expertise en matière d'IA en Europe et en France. Il y a près de 4000, je crois, si je ne me trompe pas, de startups qui font de l'IA en Europe. Et 400 de ces startups sont basées en France. Donc c'est un domaine effectivement qui se développe extrêmement rapidement. Si vous regardez le progrès de l'IA, eh bien, on peut l'évaluer en regardant différents axes. On sent la dynamique de développement avec, bien entendu, les startups et les capital risqueurs, avec des entreprises, MapSilico, QB Pharmaceutique, Poolside, dont Damien a parlé. Ce sont des entreprises fascinantes et des startups vraiment épatantes. En parallèle, il faut vraiment regarder l'infrastructure
informatique et la mettre en place. C'est pour cela que Scaleway a anticipé l'essor de l'IA en France ainsi qu'en Europe. Sans l'infrastructure informatique, sans les instruments qui permettent de soutenir l'IA, c'est très difficile pour les chercheurs et les développeurs de faire progresser leurs travaux et d'élaborer leurs travaux et de les développer. La troisième chose qui est importante, c'est l'accès aux données. Et ça, c'est un domaine où de nombreuses entreprises commencent, notamment dans différentes régions du monde, commencent à se rendre compte que dans chacune de ces régions, ils ont leurs propres données sur lesquelles ils aimeraient s'entraîner, liées à la culture de la région, à leurs spécificités, des données spécifiques à certains secteurs, à certains domaines, à certaines activités. Et donc, je pense qu'on voit que les chercheurs, les infrastructures, la disponibilité des données, l'intérêt des sociétés dans le progrès de l'IA, tout ceci est en essor très rapide en France et en Europe. Merci. Eh bien, alors, vous avez dit que le fait d'avoir une infrastructure en place est essentiel pour que tous les acteurs jouent leur rôle. Comment est-ce qu'NVIDIA travaille avec des partenaires sur l'Europe, par exemple, comme Scaleway, pour permettre de développer des projets IA en s'appuyant sur les moyens et les ressources qui ne sont pas si nombreuses. Alors, cette infrastructure IA, ces ordinateurs ne sont pas des ordinateurs standards. Les systèmes de Scaleway que nous commercialisons maintenant, le Nabu 2023 n'est pas un ordinateur standard normal. Ce n'est pas un serveur en soi. On l'appelle un serveur de GPU, mais c'est vraiment un super calculateur. C'est un super ordinateur, vraiment, dans tous ses aspects. Et est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que vous êtes d'accord si je partage mon écran? C'est juste pour mettre en perspective avec quelques développements récents. Et en les voyant, je pense que vous allez avoir le sentiment de ce qui se passe dans le monde. Alors, la première chose, je voudrais lire cela à partir de la gauche, en haut, jusqu'en bas à droite. Alors, la première chose que vous voyez ici, c'est que récemment, nous avons mis en réseau des superordinateurs, le superordinateur EOS que nous avons mis en place chez NVIDIA pour nous, pour la recherche, pour les voitures autonomes, pour la vision, pour la biologie digitale. Et nous avons créé un jumeau digital, mais pas seulement, un jumeau physique chez Microsoft, Azure et Eagle. Et ce sont les systèmes les plus puissants en IA cette année. Nabu 2023, c'est un clone, c'est la même version. Et nous pensons que le Nabu 23 sera un des ordinateurs les plus avancés dans le monde. Et ces systèmes, EOS et Azure, sont les troisièmes les plus rapides ordinateurs. Et ça a été évalué par les plus grandes organisations. En Allemagne, nous avons annoncé que Hewlett serait le plus gros superordinateur basé en Europe, et ceci a été annoncé. Donc, 24 000 Grace Hopper, donc ça va être un très, très gros système. Et nous sommes en train de faire monter en puissance les H100, la prochaine version du Hopper. Et la raison pour laquelle nous le faisons est qu'en France, l'inférence, a besoin de plus de performance, plus de puissance de calcul que jamais. Et avec Hopper, nous doublons la performance des fonctions d'inférence sans rien changer d'autre, sans changer les systèmes, sans changer le stack logiciel. La performance d'inférence est fortement, des modèles de langage, est fortement renforcée. Et ça divise les coûts en deux. Et le Grasshopper 200 est monté en puissance, ce qui permet des choses fantastiques. Aujourd'hui, on passe de 8 GPU à 32 GPU en matière de périmètre. Donc, nous construisons des GPU virtuels qui sont des géants. Et ça, c'est très important. Et c'est lié à tout un tas de développements et d'évolutions en France, liés à l'open source. Alors, l'avancée, la progression des modèles que chacune peut personnaliser. Et un des domaines que nous avons exploré, que nous avons optimisé les modèles, nous avons optimisé les piles logicielles, les stacks logiciels, et nous en avons fait des services et des produits, des modèles en tant que service
services dans les clouds qui sont accessibles pour les startups en tant que service, où vous pouvez les télécharger et les intégrer dans vos propres services. Et nous avons annoncé NVIDIA DJX Cloud. Et à un moment ou un autre, j'aimerais que NVIDIA DJX Cloud soit intégré aux offres Scaleway. C'est un domaine où nous sommes en partenariat avec les startups en IA dans le monde entier. Donc, on peut utiliser une sandbox pour développer des projets IA ensemble. Nos ingénieurs, et vous me posiez la question un petit peu plus tôt sur la façon dont nous travaillons avec les startups et les partenaires en Europe notamment, la façon dont on fait les choses est que nous avons nos ingénieurs, nos chercheurs en IA, nos informaticiens qui travaillent avec les startups en associant leur expertise. Et nous avons un endroit que nous appelons le DJX Cloud, le Cloud DJX, qui est en fait un bac à sable, une sandbox. Et en fait, c'est une AI factory, c'est une usine d'IA. Alors, les deux choses qui ont été annoncées récemment, qui sont tout à fait enthousiasmantes, et c'est une vraie opportunité d'accélérer le développement de l'IA un petit peu partout, en Europe et ailleurs. C'est quelque chose que nous appelons une AI Foundry. Donc, NVIDIA passe par TSMC pour construire ces puces. Eh bien, notre expertise dans les domaines, dans la conception et notre compréhension du marché, eh bien, TNC nous apporte leur technologie de transistor, leur expertise en matière de traitement et leurs usines. Et NVIDIA apporte son expertise en modèle IA, notre expertise en développement de projets IA et notre expertise en matière de mise en production avec notre IA Fab. Et ceci permet d'accélérer la capacité des différents acteurs de construire leurs applications et leurs services IA. Nous avons annoncé récemment Endots, Getty Images, SAP, qui utilisent donc nos services de IA Foundry. Donc, 30 000 milliards de dollars américains utilisent SAP. Ils veulent mettre en place des services et des produits personnalisés en IA. En travaillant avec nous, ils peuvent construire leur propre modèle propriétaire en IA, les entraîner avec leurs propres données, avec leur propre expertise de domaine et d'activité. Ils peuvent la garder, la conserver, cette façon de partenariat avec d'autres entreprises, que ce soit des startups ou des grosses entreprises, peuvent leur permettre d'accélérer effectivement leur commercialisation. Donc, ce sont différents domaines, différentes manières de travailler effectivement avec des startups en IA dans le monde entier. Bien entendu, Scaleway travaille avec nous dès le début, en fait, dès les premières étapes de l'infrastructure, les superordinateurs, les stacks logiciels. Et on parle de NVIDIA IA Enterprise qui nous donne les couches d'accélération, les langages spécifiques au domaine, les bibliothèques, les traitements de données, l'entraînement, la validation, jusqu'au déploiement et à l'inférencement. Voilà, c'est une façon effectivement de vous vous montrer comment on s'intègre avec vous. Merci encore une fois de ces éléments. On voit bien que NVIDIA reste un partenaire, un acteur de premier plan dans l'IA. Alors tout le monde vous demande toujours, j'imagine, de commenter sur la suite, ce qui arrive, les prochaines évolutions dans l'IA. Eh bien, la première vague, ce sont les startups et les sociétés Internet. Si vous regardez l'année dernière ou les 5 dernières années, les transformateurs qui ont apporté le langage BERT, les modèles génératifs avec des variations dans tout un tas de domaines, les différents modèles, tous ces modèles d'IA générative nous ont permis d'apprendre comment se représenter les différents types, les chaînes protéiques, les éléments chimiques dans tous les domaines, les vidéos, les graphiques 3D. Donc, ce qui nous a donné la capacité d'apprendre la représentativité des différentes données, la génération des données dans les différentes formes de représentation graphique nous ont permis effectivement d'explorer et de démontrer à chaque secteur qu'il y avait des avantages. Et nous avons commencé, et ceci effectivement a commencé par les startups IA, par les entreprises sur Internet aux États-Unis, mais on voit maintenant une deuxième vague. Et cette deuxième vague, en fait, est basée sur deux axes. Le premier axe, c'est la reconnaissance que dans chaque région, dans chaque pays, il y a le besoin de construire une souveraineté en matière d'IA. Et c'est logique dans la culture française, en langue française, et c'est la même chose dans les différents pays européens qui ont leur propre langue, leur propre culture, bien entendu, qui veulent effectivement
effectivement intégrer ces spécificités dans leur modèle de fondation. Les secteurs sont très différents. Par exemple, en Europe, donc on a un secteur de la biologie, de la santé qui sont très très solides. Et en Europe, on a de très très grandes sociétés industrielles internationales, mondiales, très très fortes en mégatronique par exemple, à l'intersection du mécanique, de l'industrie et de l'informatique, dans de la robotique notamment, les différentes entreprises, différents secteurs qui bénéficient de l'IA. Eh bien, ceci est différent des entreprises sur Internet grand public. Alors, c'est la deuxième vague de l'IA qui est liée à l'essor de l'IA générative dans le monde entier et l'adoption de l'IA dans les différents secteurs. Pas seulement les entreprises de services, les fournisseurs de services Internet, mais également les secteurs plus classiques. Donc ça, c'est la deuxième vague. Alors, ce qui m'enthousiaste le plus, c'est la mise en application de l'IA générative dans la biologie numérique, par exemple. Énorme progrès fait dans ce domaine et également le début de l'IA générative et de son utilisation dans la fabrication industrielle, dans les industries lourdes, avec l'IA générative qui permet d'économiser de l'énergie, de faire avancer les algorithmes en matière d'optimisation des moyens de ressources de gestion, capacité d'utiliser des modèles de fondation pour la robotisation, les automatismes, où un modèle est utilisé en fait pour facilement programmer ou prompter ces robots fantastiques, ces automatismes qui permettent de déployer des compétences à partir de ces modèles de fondation. Donc, avec une application fantastique dans la biologie numérique et dans l'industrie, dans tous les secteurs. C'est enthousiasmant, effectivement. Autre sujet que j'aimerais explorer, c'est l'open source. Comme vous le savez, certains experts, notamment en Europe, sont très attachés au modèle open source. Et la question que je me posais, c'est pouvez-vous nous dire un petit peu plus de votre vision, l'articulation entre l'IA et les technologies open source? Eh bien, j'adore l'open source. Alors, pour tout un tas de raisons. Eh bien, reconnaissons que sans l'open source, comment est-ce que l'IA aurait fait cet essor énorme qu'il a eu cette dernière décennie? Ça, c'est le premier constat, un constat, je dirais, historique. Aujourd'hui, il faut se poser la question. Pour l'AMA 2, par exemple, le Mistral 7B, sans ça, comment est-ce que l'essor de l'IA générative serait aussi forte qu'elle est dans tous les secteurs? Il y a quelques 2 ou 3 entreprises, mais en dehors de ça, non, c'est l'open source qui dynamise l'essor, qui permet effectivement de rassembler les forces dans tous les secteurs. Et on voit cela s'illustrer tout à fait clairement aujourd'hui. Et sur l'avenir, eh bien, chez Hugging Face, ce que font les équipes de Clems, j'adore ce qu'ils font. Et ça maintient la dynamique de l'écosystème et cette capacité à conduire des recherches, pas seulement en matière d'innovation sur les modèles, en matière de sécurité, de sûreté des modèles, en matière de protection, d'affinement de tout ça, d'optimisation, ce qui permet de sécuriser effectivement et de responsabiliser tous les projets. Cette technologie doit être innovante et doit être en open source, en espace ouvert, en open space. Ça permet aux chercheurs de tout type, des centaines de milliers de chercheurs dans le monde entier, pas seulement des centaines de chercheurs, mais des centaines de milliers de chercheurs dans le monde, de mobiliser toutes ces forces d'innovation. Je pense que l'open source, dans leur aspect technologique, dans l'aspect culturel, dans leur aspect de mobilisation sociale, ça c'est essentiel pour cette dynamique. Merci. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui, Jensen. Je parle au nom de tous ici. Vous êtes le bienvenu n'importe quand à Paris, donc venez nous voir. Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. Bye bye, everybody. All right. Well, since this morning, Très bien. we've been talking about Depuis ce a lot matin, about nous compute parlons power that's beaucoup now de la accessible puissance in de Europe, calcul thanks désormais to disponible NVIDIA en Europe, Scaleway in particular. grâce à NVIDIA et Scaleway notamment. Beaucoup d'équipes tirent déjà parti de cela, et notamment une équipe en particulier que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui.
Au mois de septembre dernier, le groupe Iliad a annoncé un nouveau projet afin de financer un laboratoire de recherche à but non lucratif et indépendant. Et nous souhaiterions que vous en sachiez plus aujourd'hui pour AI Pulse. Et qui est mieux placé pour nous en parler que le fondateur de Iliad, Xavier Niel. Bonjour. Bonjour Aude. Ravi de vous avoir ici. Comment vous sentez en faisant partie de l'écosystème IA? Ravi. Et la dernière fois que j'étais là, c'était pour l'ouverture de Station F en 2017, il y a 6 ans. Ça a changé? Non. Très bien. Alors, je pense que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer aujourd'hui. Peut-être qu'on peut commencer en parlant des facteurs qui ont mené à ce projet. Oui, on a commencé à parler de ce projet ensemble il y a quelques mois et l'idée était de créer quelque chose de différent à but non lucratif en France, en Europe, afin d'aider l'écosystème puisque nous pensions et nous pensons que nous allons utiliser l'IA dans tous les aspects de notre vie dans les années à venir et nous avons besoin de modèles qui doivent être créatifs en Europe. Et c'est là que cette idée a germé, le fait d'avoir des modèles ouverts. Alors, de quoi est-ce qu'on aura besoin pour attirer des talents? Alors, nous savons que nous avons les meilleurs talents en Europe et en France. Et lorsqu'on regarde toutes les startups, les entreprises partout dans le monde qui travaillent sur l'IA, il y a toujours des Français, des gens qui viennent de nos grandes écoles de mathématiques. Et donc l'idée était de voir comment créer quelque chose à but non lucratif pour attirer ces talents. Et ils ont besoin, bien sûr, des puissances de calcul, d'avoir la possibilité d'avoir des super ordinateurs d'IA, comme on en a parlé il y a quelques minutes d'ailleurs. Et donc ça, c'était la première idée. La deuxième, c'était de leur donner la possibilité de publier leur travail de manière plus ou moins ouverte, l'open source. On aime le terme open science, la science ouverte, pour qu'ils puissent publier leurs travaux. Et pour nous, ça, c'est très important. Ça, c'était vraiment l'idée au tout début. Comme Linux, si ce n'est pas ouvert, on ne peut pas avoir la même échelle. Et donc, l'idée était vraiment de créer quelque chose de grande ampleur dans l'IA. Et on a créé donc on a décidé de créer ce projet à but non lucratif et de le financer au début. Alors, on parle vraiment d'un modèle à but non lucratif. Et selon ce que je comprends, il y a une subvention pour soutenir ces travaux de recherche sur l'IA. Mais comme on le sait, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de ressources nécessaires. Alors, comment réunir ces ressources? Alors, comme on l'a dit, on dit qu'on allait financer à hauteur de 100 millions. Mais grâce à des amis, eh bien, on a pu encore augmenter l'échelle et on est quasiment à 300 millions d'euros de financement pour cette initiative à but non lucratif. Je ne pense pas qu'il y ait eu de telles initiatives à but non lucratif en Europe financées à ce niveau. Grâce à 2 amis incroyables qui sont présents ici aujourd'hui, peut-être qu'on pourra demander au premier de nous rejoindre sur scène. Oui, merci de nous rejoindre. Je vous accueille sur scène, notre deuxième mécène fondateur. Oui, grâce à lui, on est à cette échelle. Merci Rodolphe, le PDG de CMA-CGM, leader dans la logistique et le transport, Rodolphe Saad. Bonjour Rodolphe, merci d'être avec nous. Je pense qu'on peut le dire, beaucoup de gens ne s'attendaient peut-être pas à ce que CMA-CGM soit un mécène fondateur de ce type de projet. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur la raison pour laquelle vous étiez si intéressé par l'IA? Alors tout d'abord, merci beaucoup Xavier pour cette initiative. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin ici. A priori, vous n'êtes pas censé me voir participer à ce type d'événement. Nous d'habitude, c'est nous qui faisons en effet de la logistique, du transport, secteur assez traditionnel, mais je pense que l'IA aura un rôle majeur dans le monde de la logistique et du transport. Chez CMA-CGM, on utilise l'IA pour optimiser les trajectoires, voir comment réduire la consommation de carburant.
et cela a un impact majeur sur la manière dont nous gérons nos activités au quotidien. Alors, si j'ai bien compris, il y a déjà beaucoup d'initiatives au sein de CMA-CGM pour créer de la valeur autour de l'IA. Mais avec ces projets de travaux de recherche, c'est une autre aventure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est important de faire les deux? Je ne pense pas qu'on doit opposer l'activité commerciale et les initiatives à but non lucratif. Pour moi, ce que Xavier a lancé est tout à fait logique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'investir beaucoup d'argent dans ce projet. Selon moi, le fait d'avoir ce type de projet à Paris, avec beaucoup de chercheurs qui se penchent sur la manière de trouver des nouvelles idées autour de l'intelligence artificielle, c'est tout à fait logique. Pas seulement pour nous en tant qu'entreprise, mais également pour la génération à venir. De les aider à concevoir, on l'espère, un monde meilleur, ou en tout cas avoir une perception du monde avec plus d'IA. Et le fait que cela se fasse en France, que ce soit une initiative réalisée par des investisseurs français et non français, eh bien, c'est tout à fait logique selon moi. Merci pour votre contribution et comme on l'a dit, on a 2 mécènes français, mais cela ne veut pas dire que l'ambition du projet n'est pas mondiale. N'hésitez pas à vous asseoir si vous le souhaitez avant d'accueillir notre 3e invité, une figure éminente du monde de la tech, un philanthrope très actif et nous sommes très fiers qu'il soit également mécène fondateur de ce projet de laboratoire. Merci d'accueillir chaleureusement Eric Schmidt. Bonjour Eric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, de ce que je sais, vous avez déjà de l'expérience personnelle en matière de laboratoire de recherche sur l'IA. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait depuis plusieurs mois sur ce sujet? Tout d'abord, je souhaiterais remercier mes cofondateurs, mécènes, et surtout toi qui n'as jamais abandonné. Merci d'avoir rendu cela possible. J'ai voulu faire ça en France depuis des décennies. Ça a commencé avec Sarkozy, si vous vous souvenez de lui. Pardon. Puisqu'il est très clair que la France devrait être leader dans ce domaine. Et donc, lorsque Scaleway et les fondateurs se sont réunis pour créer ce projet, eh bien moi, j'ai couru directement pour y participer. Plus jeune, j'ai travaillé chez Bell Lab. Et j'ai compris comment fonctionnait la recherche, les laboratoires de recherche, et je pense qu'ils avaient bien compris ce qu'il fallait faire, que tout le monde soit au même niveau, que tout le monde travaille de manière collective et résoudre les problèmes complexes. Et les sujets sur lesquels ils travaillent sont vraiment très avancés. Alors, comment est-ce que vous parleriez avec de nouveaux chercheurs, des ingénieurs, pour les convaincre et leur dire pourquoi il s'agit d'une bonne idée de rejoindre ce projet, puisque vous avez de l'expérience dans ce domaine vous-même? Une des choses les plus enthousiasmantes de la vie, c'est d'inventer quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait. C'est une opportunité incroyable. Et lorsqu'on y arrive, eh bien, on a vraiment le sentiment d'accomplir quelque chose, lorsqu'on a une réponse des autres. Et les chercheurs en IA font face à de nombreux problèmes, ce qui est très intéressant. Et comme Jensen l'a dit, il y a un cadre de calcul très important, mais beaucoup de problèmes dans les modèles, les frontier modèles et les modèles open source. Il y a des problèmes d'hallucination, de pouvoir, et lorsqu'on regarde, et d'ailleurs vous allez l'entendre un peu plus tard, dans quelques minutes, vous allez voir que souvent il y a la question de l'utilisation d'outils, c'est-à-dire de faire les choses réellement, et plusieurs formes d'apprentissage. Et souvenez-vous que c'est l'intelligence artificielle et elle doit apprendre. On ne comprend pas encore complètement comment faire de l'apprentissage profond. On peut faire du pré-entraînement, de l'affinement, mais les approches les plus sophistiquées nécessitent des travaux de recherche. Et afin de faire cela, déjà, il faut les personnes les plus intelligentes au monde, ce qu'ils vont essayer de réunir, et ensuite beaucoup de hardware, de matériel, et à une échelle qui est dure à appréhender. Et donc, on a besoin des deux. C'est la raison pour laquelle les gens doivent venir à cet endroit. Et une des composantes importantes de ce projet, c'est également la question de l'open source et l'open science, comme on dit, la science ouverte. Comment voyez-vous cette contribution de l'open source à l'IA dans les années à venir?
Il y a toujours un débat dans le secteur entre l'open source et le closed source. Et bien sûr, en closed source, on peut gagner de l'argent, mais également en open source. Et là, beaucoup de gens qui vont dans les écoles de commerce comprennent pour le closed source, mais pas pour l'open source. Et donc, lorsque la société va vite, c'est ce qu'on dit toujours, si on veut aller loin, il faut courir ensemble. Et le fait que tout soit partagé, ça permet de faire avancer les choses plus rapidement. Et la plupart des sources fermées, des plateformes closed source, viennent d'un open source. Et il faut bien comprendre qu'il faut faire sortir l'open source et ensuite capitaliser dessus. Et je pense que la plupart des entreprises présentes ici, eh bien, vous allez être amenés à faire des applications fermées au-dessus d'une plateforme open source. C'est ce que je prédis. C'est comme ça que les choses vont plus vite. Et j'ai l'impression que dans les 5 années à venir, les modèles frontières, qu'on appelle closed source, donc fermés, coûteront si cher et seront si importants qu'ils auront des capacités spécialisées plus fortes que l'open source. Cependant, l'open source aura une adoption bien plus élevée et avec ces deux modèles, c'est ce combat que je veux voir entre les deux. Et par le passé, c'est toujours l'open source qui a gagné, il faut être clair. Je pense qu'on se demande tous pourquoi vous rejoignez ce projet basé en Europe. Est-ce que vous pensez que la région a ce qu'il faut pour être en concurrence avec les financements très importants qui ont lieu aux États-Unis ou en Chine? En France, c'est bon tant qu'à Bruxelles, il y a le contrôle. Bon, je pense que vous le savez tous, mais il faut être très clair là-dessus. La question des physiques, des maths et de la technique, c'est au très haut niveau en France. Mais il y a Bruxelles avec une structure réglementaire très bizarre, notamment avec la loi AI-EU sur l'IA en Europe. Et donc, si on arrive à contrôler un minimum Bruxelles, désolé de dire ça, je suis américain, je peux me permettre de dire des choses désagréables. Il faut garder un certain niveau de contrôle sur Bruxelles afin que les Français puissent suivre le même chemin que celui des Américains. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème réglementaire. La France est assez grande, vous avez des marchés suffisants, assez d'utilisateurs de hardware, et il y a encore beaucoup d'autres choses très bonnes en France. En parlant de réglementation, de problèmes réglementaires, je sais que récemment, vous avez fait une proposition sur la sûreté de l'IA qui préoccupe beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails? Beaucoup d'entre nous, dans le secteur, avons travaillé sur la sûreté de l'intelligence artificielle. Et un exemple simple, c'est le fait qu'on ne souhaite pas, par exemple, que ces systèmes fassent des choses de manière autonome, seuls. Il faut que ce soit sous notre contrôle, c'est logique. Et les modèles actuels ont des capacités peut-être problématiques dans certains domaines préoccupants, que ce soit la biologie, le cyber, la désinformation par exemple. Et donc, certains d'entre nous avons établi des documents sur la manière de réglementer cela, ce qui fait partie notamment de la loi de l'Union européenne et également le décret des États-Unis qui a été annoncé la semaine dernière. Et en dessous d'un certain seuil, ce n'est pas grave. Mais au-dessus d'un certain seuil, alors il faut garder une trace de ce qu'on est en train de faire. Le gouvernement doit savoir ce qu'on fait, ce qui, selon moi, est logique, raisonnable. Et selon moi, cela devrait être suffisant pour les années à venir jusqu'à ce que ces systèmes commencent à être en mesure d'établir des fonctions d'objectifs eux-mêmes. Le secteur pense que cela est possible. Certains travaux de recherche qui seront faits dans cet institut pourront le prouver et il est important d'arriver à ce moment-là. Mais lorsque c'est le cas, il faudra savoir que c'est potentiellement problématique. Lorsqu'un ordinateur peut établir son propre objectif, alors il y a également la possibilité qu'ils établissent de mauvais objectifs. Et il faut qu'on ait une discussion au niveau mondial sur la manière de faire des traités, des notifications, des restrictions dans ce cas-là. C'est dans quelques années. Et en attendant, est-ce que vous pensez qu'il faudrait essayer de réunir des experts indépendants pour créer peut-être une commission d'audit éventuelle? Alors, ce que j'espère, c'est que la France, j'ai dit la France, pas Bruxelles,
La France va s'organiser autour de quelque chose de similaire au Royaume-Uni afin de voir comment, du point de vue gouvernemental, quelle réglementation pourrait se faire. Je peux vous dire que le président Macron a une équipe dédiée à cela et le ministre du numérique est ici, remarquable, et donc le gouvernement français prend cela très au sérieux, de manière très responsable. Et donc on va voir si... Je pense qu'il y aura des leaders au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis dans ce domaine. Et pour revenir à l'open source, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir des modèles open source permettra d'avoir plus de transparence, notamment en matière de sûreté de l'IA? Les modèles open source sont bons et mauvais. Bon parce qu'on peut voir ce qui s'y fait et mauvais parce qu'on peut les modifier. Et donc il y a un problème de prolifération avec les open source. Si on crée un modèle open source très puissant qui peut faire du mal aux autres, avoir des impacts négatifs, si ce n'est pas volontaire mais que ça se fait de manière naturelle, eh bien on ne sait pas exactement comment restreindre cela en open source. Et ça, il faut faire de la recherche là-dessus. Vous avez déjà parlé de la manière dont les jeunes devraient rejoindre ce genre de projet. Moi, je voudrais parler un peu de la raison pour laquelle d'autres PDG ou philanthropes pourraient participer et financer ce projet. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour qu'ils comprennent l'importance de cela? Bien, lorsqu'on regarde autour de soi, partout dans cette salle, que ce soit les logiciels, le matériel, ont une origine de financement de travaux de recherche, que ce soit les gouvernements ou le privé. Vous êtes très intelligent, mais vous n'avez pas inventé tout cela. Ce sont vos prédécesseurs qui ont financé des décennies de travaux de recherche pour comprendre comment faire fonctionner une ampoule, le chauffage, la clim, l'énergie. Il y a une liste sans fin. On prend pour acquis le fait que depuis 100 ans, il y a eu toutes ces évolutions, on les prend pour acquis, mais ça a été difficile de les obtenir par des gens qui ont travaillé pendant très longtemps dans des laboratoires très sombres, avec un mauvais éclairage. Et s'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils croyaient dans une mission. Et les humains fonctionnent mieux, toujours mieux, avec des principes et des objectifs très élevés et très ambitieux. Mais lorsqu'on fait ce qu'on fait, eh bien l'objectif, c'est de faire avancer la technologie et cela est possible avec des travaux de recherche forts et chaque personne ici doit agir dans ce domaine. Si vous avez de l'argent, investissez-le dans la recherche. C'est simple. Ces deux personnes le font, alors pourquoi pas vous? Merci beaucoup d'avoir lancé cet appel. Je pense qu'on arrive quasiment à la fin de cette session. Est-ce que vous voudriez faire passer un dernier message peut-être? Le message principal, c'est que c'est une journée très importante selon moi. Je crois véritablement que les Français, les scientifiques français, le système universitaire français et les personnes les plus généreuses en France, et certains ne sont pas français, pouvons, de manière collective, vraiment faire avancer cela. Et il faut noter, on ne l'a pas encore dit, qu'il y a une autre révolution qui arrive dans la quantique avec la simulation d'IA, GPU. Ça, c'est énorme aussi. Et c'est une plateforme majeure. On parle beaucoup d'LLM. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, une nouvelle technologie va émerger à partir de cette initiative qui sera encore meilleure et différente. C'est comme ça que ça marche. C'est toujours étape par étape. Nous sommes à une étape et au final, on peut créer une richesse pour la société très importante, privée, gouvernementale, des impôts. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Et on est sur ce chemin aujourd'hui. Une conclusion très motivante. Merci beaucoup pour vos contributions. Merci à vous trois pour ces contributions très généreuses. Je pense que tout le monde est très impatient de rencontrer l'équipe maintenant derrière cela. Tout le monde a hâte de rencontrer l'équipe scientifique de ce projet maintenant qu'on l'a présenté en détail. Alors sans plus attendre, merci de les accueillir sur scène.
Ravi que vous soyez présents ici pour enfin lancer ce projet sur lequel vous travaillez depuis des mois. Avant de vous demander de m'expliquer un peu d'où vous venez, Patrick, peut-être que vous pourriez nous présenter le laboratoire? Oui, alors tout d'abord, je vous remercie. Merci à Scaleway de nous accueillir aujourd'hui sur cette scène incroyable. Ça y est, nous y sommes pour annoncer le lancement de ce laboratoire à but non lucratif sur l'Open Science IA. Je suis ravi et très enthousiaste de vous révéler le nom du laboratoire. Bien, bienvenue à QTI, un nom assez original. Comment l'avez-vous trouvé? Alors, pour résumer, pendant quelques mois, le nom de code du projet, c'était Sphère, une figure géométrique parfaite. Et à un moment, un des membres de l'équipe s'est rendu compte que le terme en japonais pour sphère, c'est QTI. Ça sonne bien, mais comme vous pouvez le voir, c'est beau à l'écran aussi. Et en plus, ça se termine en AI. Donc on a trouvé que c'était une bonne idée. Et pour nous, QTI représente non seulement la perfection de la sphère, mais également l'écosystème que nous souhaitons prendre avec nous. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Alors dites-nous, chez QTI, qu'allez-vous faire? Alors, la mission principale que nous nous sommes donnée, c'est de créer et démocratiser l'intelligence artificielle générale à travers l'open science. Et par là, on veut dire les modèles frontières, les modèles de fondation. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout d'abord, cela signifie de lancer des projets de recherche ambitieux, on vient de le mentionner. Deuxièmement, partager les résultats de recherche, les modèles, les causes avec la communauté scientifique tout d'abord, mais également avec le reste de l'écosystème de l'IA, développeurs, start-up, entreprises privées, universitaires et même décideurs. Et troisièmement, de contribuer à la formation d'experts de l'IA avec des doctorats et autres formations. Une ambition très ambitieuse. De quoi avez-vous besoin pour réaliser cela? Alors, tout d'abord, on a besoin d'une équipe très forte, des capacités de calcul importantes et bien sûr des ressources financières. Et concernant le troisième point, on vient d'entendre la chance que nous avons et nous sommes très reconnaissants envers nos soutiens, notamment les 3 mécènes fondateurs. Ça, c'est vraiment remarquable et cela nous permet notamment d'avoir les compétences de calcul nécessaires, notamment le NABU 2023 Scaleway qui a été présenté tout à l'heure. En effet, vous avez un grand soutien de la part de vos mécènes fondateurs et je suis convaincu qu'après les discours qui viennent d'être faits, beaucoup de soutiens vont arriver. Je pense que vous êtes également soutenu par des conseillers stratégiques clés. Alors, avant de parler de l'équipe, en effet, je pense qu'il est important de dire quelques mots sur nos conseillers scientifiques. Nous avons le privilège d'avoir des figures éminentes dans ce domaine qui nous entourent. On va commencer avec Yejing Choi. Elle est professeure à l'Université de Washington et chercheuse à l'Institut Allen pour l'IA. Elle est très renommée, très active et spécialiste des modèles de langage large. Ensuite, nous avons Yann Lequin. Pas besoin de le présenter, je pense, devant ce public. C'est un des parrains de l'IA moderne. Enfin, Bernard Tcholkov, un des scientifiques en machine learning les plus respectés au monde, directeur fondateur de l'Institut Max Planck. Vous êtes entouré par des scientifiques de première classe.
Et vous avez déjà beaucoup contribué au secteur de l'IA, notamment Patrick. Je sais que vous avez travaillé dans de nombreux domaines universitaires, des laboratoires privés. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? En effet, j'ai eu l'occasion de faire des travaux de recherche dans les deux domaines. J'ai passé 12 ans à l'Institut public français pour la science informatique et j'ai passé quasiment 20 ans dans trois laboratoires différents en faisant des travaux de recherche en open science avec plusieurs applications, notamment sur Microsoft, la création et l'édition de contenu, chez Technicolor dans le domaine du cinéma, sur le motion capture, les effets visuels et la post-production. Et j'ai passé ces dernières 6 années à diriger une équipe remarquable, Valeo.ai chez Valeo. Et on a beaucoup travaillé sur l'IA, notamment sur l'application automobile, notamment les systèmes d'assistance à la conduite. Et je vais vous parler de 2 projets récents parmi d'autres que j'ai réalisés dans cette équipe. Tout d'abord, la conception d'une architecture pour donner à la capacité de vision de 360 degrés avec des caméras à des voitures autonomes. L'autre projet concerne l'apprentissage de représentation pour les voitures autonomes avec des caméras. Et cette idée d'utilisation de 2 modalités d'entrée est très importante pour nous également chez QTI. Merci Patrick. On va maintenant passer à Hervé. Je sais que vous dirigez une équipe de recherche, FAIR, Facebook, AI Research, et vous allez travailler notamment avec les chercheurs juniors et les doctorants. Oui, tout à fait. 4 de mes anciens étudiants en doctorat chez Sphere sont maintenant des experts en IA. Ils travaillent à Paris et 2 ont rejoint Mistral AI, notamment, qui a été mentionné ce matin. Et ils sont également représentés cet après-midi. Et 2 anciens élèves sont maintenant des experts en IA dans des entreprises et laboratoires très prestigieux à Paris, en France. C'est la raison pour laquelle, chez QTI, nous souhaitons former les futurs experts en IA et cela fait partie de notre mission. Nous allons faire du mentorat pour les doctorants qui font des travaux de recherche et un peu plus tard, ils contribueront ensuite à l'écosystème. Vous êtes un très bon professeur, c'est clair. Et pour revenir à votre travail, je sais que vous avez contribué à la bibliothèque de visage, Face Library. Je pense que c'est la bibliothèque la plus importante pour répertorier des contenus créés par des systèmes IA. Pouvez-vous expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors, Face a commencé comme un travail de recherche sur l'IA, mais l'entreprise l'a adopté depuis. Et il y a certaines startups qui ont d'ailleurs lancé leurs activités à partir de cela. Et je pense que cela fait partie des exemples qui montrent que l'open source est compatible avec des intérêts commerciaux, la création de startups et les travaux de recherche. Mais Laurent va donner un peu plus de détails là-dessus dans un instant. Eh bien, passons à Laurent. L'open source va faire partie des éléments clés. La mission de QTI, vous avez participé à des projets clés open source. Qu'est-ce qu'on veut dire par open source dans le laboratoire QTI? Comme Patrick l'a dit tout à l'heure, notre mission chez QTI, ça va être de former et de travailler sur les modèles IA de la future génération. Et pour cela, on va se baser sur l'open source et l'open science. Et donc, les produits de nos travaux de recherche seront disponibles et il y aura des licences open source, ce qui va inclure les codes de modèles, mais également les codes pour entraîner les modèles pour que chacun puisse reproduire nos résultats. Nous souhaitons également que la communauté produisent des produits innovants à partir de nos travaux de recherche, que les startups puissent capitaliser dessus et plus que de publier le code, nous allons travailler avec la communauté afin de permettre une adoption importante de nos modèles
tout en récupérant et écoutant le retour de la communauté. Un peu plus tôt, tout à l'heure, John Sengwen a dit que l'open source était un aspect clé du développement de l'IA. C'est le cas. Et il y a eu PyTorch par Facebook, d'autres modèles par Google, NVIDIA, et donc cela a permis de donner cette place importante à l'IA, et nous souhaitons y participer. Très bien, après tout ce qu'on a dit sur l'open source et tout ce qui a été dit, s'il y a des gens qui sont encore sceptiques sur la façon dont tout cela peut faire avancer l'IA, ça fait 1 an que ChatGPT est sur le marché, est utilisé. Qu'est-ce que vous croyez être les plus grands leviers, les plus belles évolutions? Il y a eu de belles évolutions. Donc, ChatGPT, nouvelle version en décembre. Research Lab a commercialisé des modèles open source très concurrentiels et la communauté d'open source a élaboré un certain nombre de projets qui utilisent ces modèles sur des systèmes grand public. Donc, cependant, le défi, c'est qu'il y a un accès à très peu de puissance de calcul et très peu de mémoire, donc il n'est pas facile d'exploiter des modèles complexes avec ces systèmes. Il y a eu beaucoup de progrès cependant, et si les choses avancent encore davantage, eh bien chacun pourra exploiter sa propre petite version de ChatGPT sur son smartphone ou sur ses systèmes, ce qui permettra l'accessibilité aux grands modèles de langage à quasiment tout le monde. C'est une façon effectivement de contribuer au progrès. Vous venez de parler des grands modèles de langage, les LLM qu'on connaît bien. Alors, Edouard, c'est votre domaine d'expertise. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de votre historique et de ce qu'on dit en ce qui concerne les modèles de langage. Alors, j'ai commencé à travailler sur la modélisation des langages il y a 8 ans environ, lorsque ce système était utilisé essentiellement dans des systèmes de traduction de machines ou la reconnaissance de texte automatique. Alors, nous, on est passé des réseaux neuronaux à des transformateurs, à entraîner des modèles sur un seul GPU, puis sur des milliers de GPU. De façon importante, les LLM ont commencé à jouer un rôle central dans la compréhension des langages et de façon plus générale dans la compréhension de l'IA, en permettant de représenter la connaissance du monde et de raisonner sur ces connaissances. Personnellement, il y a une direction de recherche sur laquelle j'ai travaillé qui a été d'ajouter des composants de récupération, de retrieval sur des grands langages de modèles pour les rendre plus factuels. Et en fait, on a permis au LLM, c'est la façon de comprendre ce qu'on a fait, d'utiliser un moteur de recherche pour accéder des informations extérieures, comme des informations sur Wikipédia, par exemple. J'ai également co-lancé le projet Llama, avec ce qui est le grand modèle de langage open source de Meta, qui effectivement est trouvé comme particulièrement intéressant par la communauté open source, comme ceci vient de dire. Donc effectivement, une grosse communauté qui travaille sur les LLM. Alors, quelle sera l'ambition de QTI sur toutes ces dimensions? Eh bien, chez QTI, ce que nous allons faire, c'est de la recherche exploratoire. L'objectif étant d'inventer de nouveaux algorithmes, de gérer les limites actuelles des LLM. Notre mission sera de démocratiser l'intelligence artificielle en articulation avec notre programme de recherche, parce que les modèles et les codes d'open source seront un tremplin pour la démocratisation, mais ça ne sera pas le seul et ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons inventer de nouvelles méthodes qui rendront ces modèles plus accessibles. Par exemple, nous voulons rendre ces modèles plus performants afin de les exploiter et de les entraîner sur des applications, des systèmes et des appareils grand public. Nous voulons que ces modèles également soient plus modulaires, plus faciles à personnaliser, afin que chacune puisse les spécialiser, les personnaliser pour leur propre cas d'usage. Et ceci nécessitera d'utiliser des outils, typiquement les outils qu'Éric mentionnait un petit peu plus tôt. Donc, si je comprends bien les choses, à un moment ou à un autre, j'aurai mon propre assistant IA sur mon appareil portable. Chouette.
J'imagine que pour qu'un assistant personnel IA soit puissant, il faut qu'il aille au-delà des interfaces textuelles. Donc, j'imagine que vous allez élargir le domaine des capteurs, des senseurs, pour aller au-delà du texte. Oui, ce type d'assistant personnel IA, où on pourra écrire et collecter des textes, est utile pour tout un tas de tâches. Mais maintenant, je dirais que je veux améliorer mes compétences en prise de parole en public, améliorer ma prononciation en anglais, mon langage corporel. L'interface textuelle est limitante. Si je prends un petit peu de perspective et je regarde l'expérience humaine, nous raisonnons via nos sens, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche, et ces sens informent et permettent d'élaborer nos décisions. De la même manière, lorsque nous communiquons, nous le faisons par différentes modalités. Lorsque je parle, je dis les idées que j'ai en tête, mais je le dis également par mes gestes et autres. Pour ces raisons, un de nos grands axes de recherche chez QTI visera à construire des algorithmes et des intelligences artificielles qui mobiliseront ces différents sens et qui permettront de comprendre, mais aussi de générer des textes, de l'audio et des vidéos. Alors, vous m'avez dit plutôt que vous travaillez sur Oyo, puisque vous étiez le premier doctorant à le faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez fait dans ce domaine? J'ai eu la chance, effectivement, de faire ma thèse dans un environnement où on m'a donné beaucoup de puissance de calcul, et dans un environnement extrêmement riche qui m'a permis, effectivement, de travailler avec Google DeepMind et de construire ma propre équipe. C'est pour cela que le mentorat et la formation des nouvelles générations de chercheurs est aussi important, comme Hervé l'a dit. Et depuis le début de mes études doctorales, ma principale mission, en fait, qui m'a motivé, a été de construire des machines qui puissent comprendre tout ce qu'ils entendent, que ce soit des discours et autres, et qu'ils puissent parler naturellement. Et l'année dernière, nous avons travaillé sur AudioLM avec Google DeepMind, où nous avons montré que la même architecture peut être utilisée pour prendre des textes en ChatGPT, en modèle de langage, peut être adaptée pour traiter du langage naturel et pour produire du texte naturel en retour. Donc c'était un travail exploratoire que nous avons publié dans une revue scientifique, et depuis ce moment-là, il a été adopté dans tout le secteur comme la bonne solution de synthèse de discours. Donc en ce qui concerne l'open source et l'intégration avec les évolutions, l'open science, l'open source, la recherche, comment tout cela peut faire progresser l'IA dans tous les domaines, y compris les applications industrielles. On a parlé du speech, du discours. Si je veux aller au-delà du speech, si on veut chanter, par exemple, avec son assistant personnel, eh bien, ce qui est intéressant, on peut adapter facilement un modèle élaboré pour du texte qui est adapté pour traiter de l'oral. On peut faire ce type de modèle avec tout type de son. Donc, ce que nous avons découvert est que l'architecture des transformateurs et des modèles de langage sont beaucoup plus des systèmes de raisonnement beaucoup plus fondamentaux que les seuls systèmes de texte. Et ce qui est fascinant en termes d'application est que ce type de modèle peut parler en langage naturel, mais ils peuvent également générer de la musique de très très grande qualité. Ah, bravo! Alors, ça me donne une bonne transition pour passer la parole à Alex, parce que je crois que c'est votre passion, la musique. Oui, je pense que la musique est très très intéressante parce que c'est un défi plus grand en fait de modéliser que les discours, parce qu'il faut générer de nombreux instruments, les synchroniser sur une période de temps assez longue, et les attentes en termes de qualité sont extrêmement élevées. Donc j'ai mené l'effort de production musicale chez Meta avec un objectif en tête, c'était de trouver l'approche, la démarche la plus simple pour y parvenir. Et donc nous avons utilisé MusicGen, l'IA générative pour la musique, qui est totalement basée sur de l'open source. Donc le code d'entraînement est open source, le code d'inférence est open source, et les weights sont disponibles. Et donc nous avons vu l'ensemble de la communauté et même des amateurs qui s'en sont emparés, qui l'ont étendu. Et ceci s'articule avec ce qu'a dit Laurent, la magie et la beauté de l'open source. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que l'open science
science et l'open source restent au cœur de la mission de QTI. Très bien, j'entends votre passion pour la musique sur IA, mais vous travaillez également sur d'autres champs de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors je me suis rendu compte que les mêmes outils que nous avons élaborés, développés, les architectures, les techniques pour le traitement des flux audio pouvaient être utilisés pour mieux comprendre l'activité cérébrale via de l'imagerie, de la neuroimagerie non invasive. Ça, c'est important parce que jusqu'à maintenant, ceci n'était possible que par des capteurs implantés chirurgicalement. Et ceci peut avoir des applications énormes en matière de médecine. Et la recherche exploratoire peut pousser les limites, effectivement, des cas d'usage en matière d'IA. Merci beaucoup pour ces expériences. Et nous avons bien compris la mission de QTI. C'est un moment fascinant de pouvoir développer des solutions IA. Patrick, en conclusion, qu'est-ce qui arrive à l'horizon? Eh bien, c'est une aventure extraordinaire que nous menons chez QTI. C'est l'anniversaire d'Hervé aujourd'hui, donc joyeux anniversaire Hervé. Et alors, la suite, eh bien, nous avons déjà une très belle équipe, très solide. Nous travaillons à élargir cette équipe, donc nous recrutons des gens talentueux. Nous concevons et nous entraînons les nouveaux modèles. Donc, restez à l'écoute et à bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon. Eh bien, ce matin, on a entendu beaucoup de choses, les investissements ambitieux dans l'IA en Europe et en France. Et nous sommes très heureux d'avoir un environnement aussi favorable qui stimule cet écosystème. Et notre invité croit fermement que la France et l'Europe sont le meilleur endroit pour monter en puissance en termes d'intelligence artificielle. Et nous avons avec nous Jean-Noël Barrot, le ministre français en matière de transition numérique et de télécommunications. Bonjour à toutes et tous, cher Xavier, cher Rodolphe, cher Eric. On me demande très souvent pourquoi le président Emmanuel Macron ou le ministre Bruno Le Maire, pourquoi vous, monsieur le ministre, êtes tellement attaché à l'IA? De quoi on parle? Vous, les Français, vous êtes dans le vin, vous êtes dans la mode, vous êtes dans le luxe. Pourquoi est-ce que vous avez un tel intérêt dans l'intelligence artificielle? C'est la question qu'on me pose. Et la réponse que je donne généralement est que, tout d'abord, nous sommes attachés à l'IA parce que nous considérons que l'IA sera un instrument essentiel pour surmonter les grands défis de notre siècle. Le changement climatique, bien entendu. L'IA générative va nous aider à abaisser notre empreinte carbone et à nous adapter de façon optimale aux conséquences du réchauffement climatique. Dans la santé, bien entendu, nous avons constaté des modèles de transformation et de l'IA générative qui accélèrent la recherche scientifique avec un grand espoir, à savoir que des grandes maladies du XXe et XXIe siècle puissent trouver leur remède grâce à ces technologies. Et nous croyons également que l'IA va nous aider à faire quelque chose que nous n'avons pas réussi à faire dans la précédente vague de numérisation, à savoir de rendre plus accessibles les services publics et la fonction publique à nos citoyens. Lorsque nous numérisons les services publics, nous les avons rendus encore plus difficiles, en fait, d'accès à une grande partie de nos concitoyens, ce qui a généré énormément de frustration. Avec l'IA générative, avec la capacité de traiter de l'information par le langage naturel, eh bien, nous avons un espoir, un grand espoir, c'est de donner l'accès à ces services publics de façon beaucoup plus simple à l'ensemble des citoyens français. Alors, ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que nous voulons élaborer nos propres modèles en France et en Europe
quel qu'en soit le coût. Nous voulons élaborer nos propres modèles parce que nous voulons être indépendants, parce que nous voulons des modèles qui intègrent notre vision du monde, notre vision de la confidentialité, des droits d'auteur, des copyrights, comme on dit en anglais. Nous savons très bien que celui qui construit le modèle, celui qui construit l'outil, est celui qui contrôle l'outil, qui a le pouvoir de l'outil, beaucoup plus que celui qui le régule. Donc nous voulons construire et rester propriétaires de nos propres modèles. Et nous voulons des modèles qui soient interopérables, qui soient ouverts. Nous voulons une équité dans les conditions de commercialisation, les conditions commerciales. Et c'est pour cela que nous voulons l'open source et l'open science. Nous pensons que les monopoles est un élément qui est négatif pour l'innovation, mais également pour les pouvoirs publics. Mauvais pour l'innovation parce qu'elle limite sa diffusion, sa propagation, et mauvais également pour les pouvoirs publics parce que les monopoles, en fait, concentrent les pouvoirs et ce n'est pas bon pour la démocratie. C'est pour cela que nous souhaitons avoir nos propres modèles et ça, c'est généralement la deuxième raison que je donne. La troisième raison que je donne est que peut-être nous avons perdu des batailles dans l'ère numérique, mais certainement nous n'avons pas perdu la guerre. Et lorsque je regarde autour de moi, dans cet espace, ce que je vois, c'est une armée. Je vois une génération d'entrepreneurs, de chercheurs qui ont obtenu leur doctorat et leur diplôme de grandes universités, de grandes écoles, qui sont passés par des laboratoires de recherche en IA parmi les plus prestigieux dans le monde et qui reviennent en France, qui reviennent en Europe pour fonder leur propre entreprise et pour élaborer leur propre modèle. Je vois des gens comme Mistral, je vois des gens comme Helsing, je vois des gens comme Photoroom, je vois des gens comme Dust, je vois de nombreux entrepreneurs qui sont ici, dans cet espace aujourd'hui, devant nous, et qui vont contribuer à aider la France et l'Europe à mener la révolution de l'intelligence artificielle. Et lorsque je vois les 6 mousquetaires de Kyutai, eh bien, je suis confiant que même si nous avons perdu quelques batailles, nous allons gagner cette guerre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en phase d'adopter une démarche vis-à-vis de la réglementation qui soit favorable aux innovations. Au moment où je parle, la loi sur l'intelligence artificielle est en cours de négociation et il était question d'influencer Bruxelles, de maîtriser ce qui se passe à Bruxelles. Mais je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour convaincre les autres États membres et le Parlement européen qu'il est essentiel. Si nous voulons avoir de l'IA qui intègre de façon organique, de façon essentielle notre vision de la confidentialité, la vision humaniste que nous avons du monde, la vision des droits intellectuels, et il est important d'avoir nos propres modèles. Et l'Europe doit être une superpuissance en matière d'innovation et pas en matière de surrégulation si nous voulons que ces modèles soient élaborés et développés ici. Donc la bataille est dure, mais avec le temps, nous progressons et j'ai vraiment confiance que cette idée que la surrégulation des modèles d'intelligence artificielle dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne serait la mauvaise direction et de plus en plus de personnes sont convaincues comme moi que ce n'est pas la bonne voie à suivre. C'est pour cela que nous investissons sous la houlette du président Macron sur les 5 dernières années pour être prêts, pour nous préparer à cette révolution qui arrive de l'IA. Avec une stratégie nationale en matière d'IA, eh bien, nous avons construit des pôles d'innovation, des clusters, beaucoup de talents, le supercalculateur qui a permis d'entraîner et de former tout un tas d'acteurs comme Bloom. Et c'est pour cela que le président Macron a annoncé de nouveaux investissements qui seraient ciblés sur le développement de nouveaux modèles. Les talents avec les clusters, 500 millions, les données avec un regroupement des jeux de données de formation et de développement sur la base en intégrant le patrimoine français, le patrimoine culturel et historique, et des investissements pour soutenir le pouvoir de calcul, la puissance de calcul, pour permettre aux entrepreneurs de s'approprier cette puissance de calcul. Mais le gouvernement français ne réussira pas seul. Parfois, l'État français croit que
répondre en solo aux besoins de l'économie, oui, mais aujourd'hui est un jour très important pour la France et peut-être pour le monde entier. Eh bien, pour la France, c'est un jour qui est probablement aussi important que le 29 juin 2017, lorsque Station F a été inaugurée, et qui devenait donc le lieu phare de la Start-up Nation, qui était la France, en mettant effectivement la France sur la carte de l'innovation dans le monde entier. L'annonce qui a été faite ce matin ici met la France, le drapeau français, parmi les 5 plus grands pays en matière d'innovation IA. Cette annonce est relative au plus grand pouvoir de calcul, et ça c'est extrêmement important parce que les investissements sont massifs, mais ceci illustre le premier investissement de NVIDIA en Europe. C'est un signal extrêmement fort parce que NVIDIA ne s'intéresse... c'est un signal très très fort que la France fait partie des tout premiers pays sur le plan de l'intelligence artificielle. C'est une journée très importante du fait de la création de QTI, du fait de tous ces investissements dans la recherche, dans les sciences ouvertes. QTI va jouer un rôle important dans la structuration de l'écosystème d'intelligence artificielle en France, en Europe et au-delà. Donc j'aimerais conclure mes propos par 2 messages. Le premier, j'aimerais exprimer ma très profonde gratitude au nom et pour le compte du gouvernement français auprès de Xavier Niel, auprès de Rodolphe Saadé, d'avoir financé cette fondation. Vous avez autour de vous les entrepreneurs parmi ceux qui ont eu le plus de succès dans l'histoire de France. Ils pourraient rester chez eux, jouir de leur fortune ou investir dans des œuvres d'art. Mais non, ils ont choisi de rester engagés à contribuer à ces projets de puissance de calcul, d'exploration de l'IA. C'est fantastique de leur part et je voudrais que nous les applaudissions. Alors, deuxième chose, je voudrais m'associer à Eric Smith et lancer un appel auprès de l'ensemble des entrepreneurs qui réussissent en France et leur dire qu'ils peuvent faire quelque chose de bien, de bon pour leur pays, pour l'Europe, c'est-à-dire d'investir aux côtés de ces personnes, de Xavier et Rodolphe, pour faire advenir cette nouvelle révolution qui est en marche, qui est déjà là, pour nous aider à construire les bons talons, la puissance de calcul, pour nous assurer que nous gagnions cette bataille, cette guerre. Merci beaucoup pour l'engagement des mécènes et des acteurs qui ont créé cette fondation, de toutes vos équipes. Travaillons pour faire vivre QTI, vive la République et vive la France. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre soutien très très fort de l'écosystème IA. On vient de me dire que nous avons reçu des messages de soutien de la part du président Emmanuel Macron. À l'instant, nous n'avons pas eu le temps de tester la vidéo que nous venons de recevoir. Je vous propose de la regarder. Monsieur le Président d'Iliad, cher Xavier, cher Rodolphe Saadé, cher Eric Schmitt, mesdames et messieurs, chers amis. Je ne peux malheureusement pas être avec vous car avec la Première ministre, je vais retrouver les chefs de parti, les présidents d'assemblées constitutionnelles à Saint-Denis pour poursuivre les échanges sur l'évolution de nos institutions et les grands dossiers du pays. Mais je voulais, par cette vidéo, être quelques instants avec vous. D'abord pour vous dire l'importance de cette journée à la Station F, une conférence européenne dédiée à l'intelligence artificielle. Nous mesurons tous et toutes combien l'intelligence artificielle a chaque jour de plus en plus d'impact sur nos vies. Et de vous savoir autant et réunis
et pour nous tous, un beau motif de confiance dans l'avenir. Et je veux ici remercier les équipes de Scaleway, de Station F, qui ont contribué à donner à cette journée justement son relief et à cette conférence cette qualité. Nous vivons une époque pleine de remises en question avec des guerres, des tensions croissantes, une époque aussi d'opportunités entre la transition climatique, les bouleversements technologiques. Et l'intelligence artificielle, en particulier l'IA générative, fait partie de ces évolutions majeures. Elle ouvre un potentiel immense et c'est dans cette optique que nous avons précisément mis en place la commission sur l'IA et que nous accueillerons la prochaine édition du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris l'année prochaine. Alors, je vais ici vous rappeler notre stratégie. La première brique, c'est notre souveraineté technologique. Pour que notre voix porte, la France doit d'abord avoir les entreprises et les talents qui comptent. C'est une course technologique effrénée et ces derniers mois, on le voit bien, ces modèles à la frontière ont encore beaucoup progressé et je souhaite que nous nous maintenions dans le peloton de tête. La France s'est montrée pionnière il y a 5 ans avec une stratégie dotée d'1,5 milliard d'euros. En quelques années, nous sommes parvenus à créer plusieurs instituts de recherche disciplinaires, des chaires de recherche, à doubler le nombre de diplômés en IA, à augmenter de 500 le nombre de doctorants. Désormais, tout l'écosystème IA national foisonne de talents, d'entreprises. Tous nos champions se mobilisent. Notre école de mathématiques, nos ingénieurs, nos intégrateurs et de supercalculateurs, nos clouders, etc., etc. Et on doit, avec France 2030, encore et encore accélérer. Pour ça, le cœur de la bataille, c'est de former plus de talents, en mathématiques en particulier, mais un peu dans tous ces domaines, parce qu'on le voit bien, c'est intersectoriel. C'est d'aller plus vite sur les infrastructures de calcul, et donc nous allons accélérer sur la partie publique, mais on a besoin de la mobilisation du privé. Et c'est d'avoir de l'énergie décarbonée, et à cet égard, la stratégie de Belfort que nous sommes en train d'accélérer est une force, et nous serons au rendez-vous, et c'est d'avoir de larges bases de données de qualité. Nous avons un modèle français plutôt centralisé, nous avons ces bases de données, c'est ce qu'on est en train de continuer d'accompagner. Je crois aussi fortement à l'open source, et nous devons en faire une force française. Nous poursuivons donc le financement massif d'une recherche indépendante, avec la mise en place des IA clusters, pour concentrer les talents, la recherche et le calcul. Nous allons également lancer de grands challenges pour attirer les meilleurs en France et nous finançons des programmes de recherche portés par l'INRIA, le CEA, le CNRS, ou bien par des initiatives privées que je salue sur les prochaines innovations de rupture, sur le post-IA générative, etc., etc. Enfin, il faut du calcul. Le supercalculateur Jean Zé sera étendu et nous devons en tenir compte pour nos futurs supercalculateurs, notamment l'Exascale à venir. Alors une fois que nous avons les technologies, il faut les diffuser dans l'économie notamment, tant du côté de l'offre que de la demande. Nos investissements y contribueront. Au-delà d'un enjeu industriel, l'IA constitue en effet un défi civilisationnel. Et comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, par exemple à l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, nous devons faire en sorte que les modèles qu'on appelle fondationnels de l'intelligence artificielle ne soient pas simplement nourris d'anglais. Je souhaite qu'ils reflètent aussi notre culture française, notre langue, notre manière de penser, que nos artistes puissent, s'ils le souhaitent, utiliser cette technologie à des fins créatives avec leur propre imaginaire culturel. C'est pourquoi nous allons mener une politique d'ouverture de nos bases de données, tout en protégeant les droits d'auteur et les droits voisins, pour lesquels la France a toujours été en tête. La Cité de Villers-Cotterêts sera au cœur de cette démarche, et vous le savez, je n'oppose pas à cet égard l'innovation de pointe et la diffusion de la culture, et la capacité justement à porter notre modèle, c'est ce que nous voulons faire. Ensuite, il y a la régulation. Elle n'est pas l'ennemi de l'innovation, bien au contraire. Il ne s'agit pas de définir des bons modèles, mais de nous assurer que les services mis à disposition de nos citoyens soient sûrs pour eux, pour les autres acteurs économiques et pour notre démocratie. Des modèles sûrs, loyaux, transparents et qu'on peut donc discuter démocratiquement est la clé. C'est pourquoi nous devons permettre à nos concitoyens de conserver le contrôle sur leurs données personnelles. C'est pourquoi il faut garantir la propriété intellectuelle et la protéger. C'est pourquoi aussi il nous faut veiller à la fiabilité de l'information, ce qui est un enjeu pour nos démocraties. La commission sur l'IA a été chargée de formuler des propositions sur ces enjeux. L'état de l'art des possibles est encore émergent et nous devons fortement soutenir la recherche. Cette question de la régulation, nous devons y associer nos partenaires européens, mais aussi extra-européens.
Avec les travaux autour du règlement européen pour l'intelligence artificielle, dont les trilogues sont en cours, la régulation doit être maîtrisée, non punitive, pour préserver l'innovation, pour réguler les usages, davantage que les technologies en tant que telles. Avec les échanges internationaux via le G7, avec qui nous avons fondé le partenariat mondial pour l'innovation, pour l'intelligence artificielle, qui rassemble aujourd'hui 28 pays et l'Union européenne au complet, ou encore récemment avec le sommet de Londres, dont nous organiserons dans un an le suivi en France, et le Forum de Paris sur la paix, qui m'a permis de faire le point à cet égard. Je souhaite qu'au premier semestre de l'année prochaine, la France fasse des propositions très concrètes, des propositions d'action de régulation très précises. Les prochaines semaines donc, vont être concertées à consulter avec vous, et que nous puissions le faire sur la base la plus large possible avec l'OCDE pour avoir tout de suite une plateforme qui ne soit pas simplement européenne ou limitée à quelques pays. Et pour moi, le premier semestre de 2024 doit servir de fondement. In this very context, where innovation and acceleration of innovation, diffusion of this innovation to culture and creativity, and regulation are absolutely critical, your involvement today in Paris is absolutely key. And I want to thank you because the commitment of the private sector alongside with the public sector is absolutely key. And the fact that you decided to invest at least 300 million euro on artificial intelligence here in order to educate, to keep, to train talents, to help to increase our capacities, to increase our infrastructures, and to be part of this game, and to help France to be absolutely one of the key leaders in Europe is a very important moment. So let me tell you that this initiative and your conference is for me not just a conference to speak and to exchange views, but the very beginning of a conference where people put money and people start deciding. And what I want us to do in the months to come is precisely to follow up and now to decide. Chers amis, la France a le goût pour les révolutions. Nous sommes mobilisés à vos côtés. Pour cela, nous avons besoin de vos idées, de vos projets, de votre engagement et je veux vous remercier pour cette conférence à Paris. Continuez vos travaux avec nos écoles, nos universités, nos grands organismes de recherche. Je compte sur vous, nous serons là et à très bientôt. Bons travaux, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce message édifiant. Bon, ça a été une matinée très dense, très intéressante. Il y aura encore de belles choses cet après-midi et nous sommes prêts à construire ensemble l'avenir de l'IA. Ça va être une route longue, mais nous en sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés de faire partie de cette aventure. Un grand merci à tous ceux qui sont ici, physiquement à Paris. Merci à ceux qui sont en ligne. Revenez avec nous pour nos sessions expertes, pour rentrer dans la profondeur de l'IA. Et je vous souhaite une très, très bonne journée et bon appétit.